Bonjour à tout le monde, mon nom est Isabelle Lorrain, je suis secrétaire d'Ensemble pour protéger les enfants et nos enfants et je serai votre animatrice ce soir. On espère ce soir avoir un certain nombre d'enseignants avec nous. On vient de passer notre première étape de notre plan d'action pour la rentrée scolaire qui a consisté à interpeller les enseignants. On les a interpellés en faisant le tour de très nombreuses écoles, primaires, secondaires, privées et publiques, anglophones et francophones. On a distribué une lettre en leur demandant d'être à l'écoute des parents. Donc, on espère avoir quelques enseignants qui se joignent à nous ce soir, en plus des parents et des personnes, des citoyens concernés par ce qui se passe dans les écoles. Le déroulement du programme sera comme suit. On va d'abord inviter notre présidente, Mme Hanan Massoud, à présenter EPPNE, Ensemble pour protéger nos enfants, qui est l'organisme central de l'Alliance, l'Alliance qui est composée de Ensemble pour protéger les enfants, du collectif des parents de la DPJ et de l'Association des parents catholiques du Québec. Puis, on passera au cœur de notre présentation, l'idéologie du genre, un loup dans la bergerie, pour continuer avec la lecture du manifeste que l'on dépose au gouvernement. On sera suivi d'une pause pendant laquelle on vous demandera de prendre le temps de réfléchir aux questions que vous voulez poser. Tout de suite après la pause, on aura la période de questions. Et sera suivi de l'appel à l'action. On a plusieurs demandes, on a plusieurs façons d'agir par rapport à ce qui se passe maintenant, et ce sera le mot de la fin. Donc, notre première intervenante, notre présidente, dont on est très fiers, Madame Hanan Massoud, qui est à l'origine de ce mouvement. Femme très courageuse. Hanan, à toi la parole pour introduire EPPN. Thank you, Isabel. Good evening, everyone. Thank you so much for coming today. Your presence as teachers, parents, and supporters means a lot to us. Our association was founded in 2023 after the big parents' demonstration on September 20th. Parents gathered because of their concern about certain ideologies being introduced in schools, which they felt could harm their children. The purpose of our association is simple: to protect and support all children, including those who may be going through a crisis in defining their identity. Every child deserves safety, respect, and care. Together with your support, we can make sure schools remain places of education and protection. Thank you again for being here with us. Merci, Hanan. Donc, je vais prendre la relève. On va donc passer dans le vif du sujet, l'idéologie du genre, la théorie telle que c'est nommé par le gouvernement, le loup dans la bergerie. Et on va regarder trois de ces aspects-là. Un, c'est l'impact de cette idéologie, parce que c'est de ça qu'il s'agit sur nos enfants. Le deuxième, c'est par rapport au non-respect de l'autorité parentale. Et le troisième point sera sur la prétendue position scientifique de cette théorie. Dans le premier point, sous le prétexte bienveillant de protéger l'inclusion, on impose une idéologie. Nos enfants sont endoctrinés, incités à se poser la question sur leur identité dès tout jeune par des personnes en autorité. L'école commet en réalité un abus de pouvoir vis-à-vis d'enfants qui sont en plein développement. Il est en effet irresponsable de les confronter à des sujets d'identité de genre ou les amener à penser qu'ils pourraient être nés dans un autre corps uniquement basé sur leur ressenti. Plusieurs enfants sont traumatisés
désorientés dans leur développement psychologique, moral et moral. Je vais, pour éclairer ça, je vais juste me baser sur des témoignages. On reçoit des témoignages constamment, constamment. Malheureusement, les gens ont peur de témoigner publiquement. Mais le témoignage d'un petit garçon de 5 ans qui rentre à la maison et qui dit à maman, « Maman, il faut que je choisisse si je suis un garçon ou une fille. » Vous avez des enfants, vous avez la chance que votre enfant échappe à cet enseignement. Vous savez combien un enfant de 5 ans ne se poserait jamais ce genre de questions. On a en septembre une petite fille de 9 ans qui est rentrée à la maison et qui, je vais changer le nom, mais qui dit, maman, je ne serai plus Jeanne maintenant, à partir de maintenant, je suis Jean, 9 ans. Les parents sont désorientés, ils vont voir la direction d'école qui dit aux parents, si vous êtes des bons parents, il faut que vous accompagniez cet enfant-là. Sinon, vous risquez qu'un jour il se suicide. Et puis, un autre cas, la jeune fille de 13 ans, ça il y a 2 ans, le jeune fille de 13 ans, sa maman va la chercher dans un soi-disant club à l'école, elle a sorti après les cours d'école. Et puis la petite dit à maman, ben maintenant je suis un garçon. Au lieu de s'appeler Jeanne, elle s'appelle Jean. Dans ces 2 cas, j'ai pris ces 2 cas-là parce que je vous dis, on en reçoit de nombreux. Mais dans ces 2 cas-là, aujourd'hui, les 2 enfants ont fait demi-tour. La petite fille de 13 ans a été changée d'école. Et les parents de la petite fille de 13 ans avaient été menacés que si les parents acceptaient pas, non, les parents ont suivi une thérapie, ont suivi l'enfant, se sont adaptés, ont accepté d'appeler leur fille par un nom de garçon parce qu'on les menaçait que si jamais ils ne le faisaient pas, eh ben, ils risquaient la vie de leur enfant et puis la DPJ à la porte. Aujourd'hui, dans ces 2 cas-là, les enfants ont fait demi-tour. La petite fille qui avait 14 ou 15 ans et s'est retrouvée elle a changé d'école. Et récemment, elle a retiré les bandages qui aplatissaient sa poitrine. Elle a recommencé à mettre des robes. Elle a recommencé à s'identifier pour ce qu'elle est vraiment. Parce qu'il y a 2 sexes, garçon ou fille. Et puis, même chose pour la petite fille de 9 ans, finalement, elle a même chose, changement d'école et l'enfant a repris son cours. Mais pourquoi? Pourquoi imposer à nos enfants, à des âges aussi jeunes, 5 ans, ça commence très jeune, 9 ans, 13 ans, dans nos écoles, à devoir vivre ce genre de troubles, de dérangements? Et ça, c'est ceux qu'on connaît. Il y a tous ceux qui disent rien, qui se posent des questions, qui sont troublés. Alors nos enfants, au lieu de vivre une enfance paisible, harmonieuse, naïve, heureuse, sont, 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 sont pris dans des genres de dilemmes et de problèmes qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ils sont, l'âge à laquelle ils sont. Et on verra après ça un peu plus vieux, parce que ça ne s'arrête pas là. Pourtant, plusieurs pays, comme les pays scandinaves, les Pays-Bas, l'Angleterre, qui étaient les premiers à promouvoir la théorie du genre avec la transaffirmativité, sont revenus de leur politique car ils ont constaté que cette théorie du genre, qui promeut également la transition de genre, constitue un danger pour la santé des enfants avec des conséquences irréversibles comme l'infertilité pour le reste de leur vie. Pourquoi au Québec? Alors qu'on a ces pays qui étaient avant nous et qui, après plusieurs années d'expérience, ont conclu que c'était une erreur. Pourquoi maintenant au Québec, on se met non seulement à enseigner, mais enseigner de façon obligatoire cette théorie-là à nos enfants? Ça, c'était le premier point. Maintenant, la dite théorie du genre se présente soucieuse de former des enfants à l'égalité, l'inclusion, le respect pour tous, la lutte contre la discrimination,
indépendamment de leurs ethnies, genre, religion, culture ou conviction. En réalité, sous le prétexte de valeurs positives que la majorité de la population québécoise et nous-mêmes soutenons pleinement, nous constatons que l'enseignement de la théorie du genre, afin d'inclure une minorité, exclut dans les faits la majorité des enfants et court-circuite l'autorité des parents, pourtant affirmée dans toutes les chartes internationales et québécoises comme premier éducateur de leurs enfants. Est-ce que l'école et le gouvernement veulent maintenant revendiquer pour eux cette autorité parentale? On constate un dérapage sérieux au Québec dans ce sens-là. C'est seulement au Québec qu'à partir de 14 ans, un enfant a le droit, sans que l'un parent soit avisé, d'aller avorter, d'aller faire un don d'organes et aujourd'hui de prendre des bloqueurs de puberté. Seulement au Québec, cela se fait à partir de 14 ans. Et l'idéologie de genre est enseignée de façon obligatoire. Les parents n'ont pas le droit d'enlever leurs enfants du cours. On verra qu'on doit dépasser ça. Maintenant, voyons ce qu'en disent les chartes par rapport à l'autorité parentale. Donc, je vais inviter M. Jean-Léon Lafitte, qui est le vice-président de PPNE, à nous présenter ce que disent les chartes sur l'autorité parentale. Jean-Léon? Merci Isabelle. Non, c'est très important ce que tu viens d'apporter. Les droits, l'autorité parentale au Québec, comme on le disait, c'est l'un des endroits au monde où l'autorité est le plus bafouée. Quand on parle du 14 ans, on ne retrouve pas ça à l'extérieur du Québec. Et ce ne sont pas des droits qu'on a donnés aux enfants parce qu'on leur permet de faire des gestes pour lesquels ils n'ont pas la maturité de comprendre toutes les implications, que ce soit le don d'organes, que ce soit l'avortement, que ce soit un changement de genre ou de sexe. Ils n'ont pas la maturité de comprendre ce que ça va impliquer dans leur vie. Alors, on voudrait juste citer quelques textes qui montrent que les parents, le rôle des parents est primordial pour l'enfant. Et le premier texte, qui est le fondateur de toutes les chartes à l'international, il a été écrit juste après la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on s'interrogeait sur les droits humains et qu'on voulait faire une sorte de charte universelle pour protéger les droits humains de toute personne. Et dans cette déclaration-là, en 1948, l'article 26.3 mentionne très succinctement ceci. Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. C'est extrêmement important parce que pour pouvoir choisir, on doit avoir un choix. Au Québec, on a supprimé ce choix-là. Quand on parle du cours que l'on dénonce présentement, il est obligatoire pour toutes les écoles privées, publiques, et on veut dénier aux parents le droit de retirer leurs enfants de l'école. Il n'y a pas seulement que cette charte-là, il y a beaucoup de chartes qui reprennent l'article 26.3, mais je vais parler des articles qu'on retrouve au Québec. Au Québec, on a repris, dans le Code civil du Québec, on a repris exactement la même idée. On l'a formulé de cette façon-ci. On dit à l'article 599, les pères et mères ou les parents ont à l'égard de leur enfant le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Et ensuite, l'article 605, qui vient le compléter, mentionne que la garde de l'enfant a été confiée à l'un des parents ou à une tierce personne, quelles qu'en soient les raisons, les pères et mères ou les parents conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. Tierce personne, c'est toute autre personne, c'est professeur, c'est direction d'école, gouvernement. Par-dessus ça, dans l'article 605, qui a le droit de surveillance sur l'éducation de son enfant? C'est
Ça, on le retrouve également dans la loi sur l'instruction publique au Québec, qui dit que nous n'avons pas le droit d'aller à l'encontre de l'éducation des parents et des enfants dans l'enseignement qu'on va donner. Alors, c'est des notions qui sont connues au niveau des textes juridiques, qui sont connues des gouvernements au Québec, qui sont connues des directions d'école. On a rencontré souvent les directions d'école et on leur pose la question quand ils veulent débattre, qui a l'autorité sur l'éducation de l'enfant? Et effectivement, ils ne disent jamais que c'est eux qui ont l'autorité. Ils savent très bien que ce n'est pas le cas, mais ils comptent sur le fait que beaucoup de parents ne sont pas informés de ces droits-là, même s'ils le perçoivent instinctivement. Le parent, il est prêt à donner sa vie pour son enfant. C'est pour cette raison-là qu'on a donné ce privilège-là aux parents de pouvoir transmettre son éducation, parce qu'on sait que c'est un acte d'amour. Un parent peut se tromper, mais on a pensé que les personnes qui étaient les personnes de confiance, ce n'est pas les gouvernements qui veulent formater des individus pour avoir des bons voteurs ou des citoyens complètement formatés. Ce n'est pas tout autre individu étranger, c'est vraiment les parents qui sont les meilleurs protecteurs des enfants. Alors, c'est important d'en tenir compte, de toujours s'en rappeler dans toutes nos conversations et de se rappeler que ce soit le gouvernement, que ce soit les directions d'école, ils le savent, mais ils comptent sur le fait, ils comptent sur la présomption que nous, on l'ignore pour pouvoir nous imposer des choses qu'ils n'ont pas le droit d'imposer. Les parents ont le droit de choisir l'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Et si un parent considère, comme on va le voir, que l'idéologie du genre, au point de vue scientifique, ça ne tient pas la route, il a parfaitement le droit de demander que son enfant soit exempté de ces cours-là. Alors, c'est un peu un petit aperçu des chartes et droits et libertés sur les droits des parents. Alors, Oui. alors, malgré ce que dit Jean-Léon, on fait face à des écoles, les exemples qu'on trouve dans les écoles, encore une fois, des témoignages, on en reçoit constamment, des parents qui nous disent, moi j'ai payé pour un document qui s'appelle le cours de CCQ et j'ai pas le droit, l'enfant n'a pas le droit d'amener ce livre-là à la maison. Alors, si vous avez des enfants, revendiquez le droit d'avoir la documentation que l'enfant a et qui est la base de l'enseignement de l'idéologie du genre. On fait face, les parents demandent, parce que pour prendre une décision éclairée, les parents doivent savoir qu'est-ce qui est enseigné aux enfants et quand c'est enseigné. Bien, beaucoup de parents qu'on leur rencontre font la demande pour avoir le contenu de ce qui est enseigné, et ça ne leur est jamais donné. Ils demandent d'avoir les heures auxquelles c'est enseigné, et des témoignages vont dire, à l'occasion, j'ai des heures, mais finalement, après 2 ou 3 cours, l'enseignante change les heures, et le cours est donné, et je ne le sais pas, et mon enfant est obligé de participer. Oui. Il y a des choses... Oui. Les parents qui contestent ces choses-là, qui revendiquent leurs droits de parents, se font menacer. Et une des menaces, c'est d'être des mauvais parents, parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de l'idéologie du genre, et ils peuvent être menacés que la DPJ va se retrouver à leur porte. Donc, on fait face, il faut qu'on comprenne l'autorité et il faut qu'on revendique cette autorité-là. OK? On a des enseignants, plusieurs enseignants. Dernièrement, j'étais beaucoup en contact, on était beaucoup en contact avec les enseignants parce qu'on a fait nos tournées. Mais un enseignant qui me disait, lui-même, parent, a fait face exactement aux mêmes réalités. Il voulait savoir ce que l'enseignant d'une autre école de son enfant faisait et a étudié, et on lui a refusé. On a une enseignante qui a témoigné, qui a refusé parce que dans son école, comme dans beaucoup d'écoles, les enfants sont accompagnés à l'école pour être nommés du genre qu'ils ne sont pas. Et on demande aux enseignants de mentir aux parents, de ne pas dire aux parents que Jeanne s'appelle maintenant Jean. Et donc à l'école, on l'appelle Jean tout le temps, mais le jour de la remise des bulletins, l'enseignant va quand même appeler l'enfant Jeanne auprès des parents. Et cette enseignante-là n'a pas accepté ça, et elle a risqué de se faire mettre à la porte de l'école. Je ne sais pas si finalement elle a été mise à la porte ou pas, mais elle ne pouvait pas accepter de mentir aux parents. Donc,
on voit qu'aussi bien au niveau des parents qu'au niveau des enseignants, il y a un gros défi par rapport à cet enseignement, par rapport à cette théorie. Le troisième point, l'aspect scientifique de la dite théorie du genre. Donc, la théorie du genre se fait passer comme scientifique. Or, elle soulève de graves questions qui mettent en doute cette affirmation. Voyons avec Jean-Léon qu'en pensent de vrais scientifiques. Jean-Léon, tu veux prendre la relève avec ce Oui. que disent les pédiatres? Ce que je vais vous lire, c'est un rapport du Collège américain des pédiatres. C'est un collège que j'apprécie beaucoup parce que dans ce collège-là, qui compte des centaines de pédiatres américains, toutes les déclarations doivent être endossées par tous les membres. Donc, ce n'est pas seulement que le conseil d'administration qui se prononce. Les centaines de pédiatres qui font partie de cette association doivent approuver les textes. Et ils ont étudié l'idéologie du genre, puis ils ont remis quelques remarques que je vais vous lire maintenant. Ces remarques-là, on peut les trouver dans d'autres pays. D'autres scientifiques un peu partout vont dire un peu la même chose, mais elles sont assez complètes. Puis c'est un exemple que nous vous donnons maintenant des critiques scientifiques sur l'idéologie du genre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est contesté. Pour nous, c'est sûr que ça n'a aucun fondement. Alors, le rapport des pédiatres, le Collège américain des pédiatres, je vais vous le lire maintenant. La sexualité humaine est un trait biologique binaire objectif. XY et XX sont les marqueurs génétiques de la santé et non des marqueurs génétiques d'un trouble. Deuxièmement, personne ne naît avec un genre. Chacun naît avec un sexe biologique. Le genre, la conscience et le sentiment d'être un homme ou une femme est un concept sociologique et psychologique et non un concept biologique objectif. 3. La croyance d'une personne qu'elle est quelque chose qu'elle n'est pas est, au mieux, le signe d'une pensée confuse. 4. La puberté n'est pas une maladie et les hormones bloquant la puberté peuvent être dangereuses. 5. D'après le DSM-5, 98% des garçons et 88% des filles ayant une confusion de genre finissent par accepter leur sexe biologique après avoir traversé naturellement la puberté. 6. Les enfants qui utilisent des bloqueurs de puberté pour se faire passer pour le sexe opposé auront besoin d'hormones transsexuelles à la fin de l'adolescence. Les hormones du sexe opposé, testostérone et oestrogène, sont associées à des risques dangereux pour la santé, notamment l'hypertension artérielle, les caillots sanguins, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. 7. Les taux de suicide sont 20 fois plus élevés chez les adultes qui utilisent des hormones transsexuelles et subissent une chirurgie de réattribution sexuelle, même en Suède, qui compte parmi les pays les plus favorables au LGBTQ. 8. Conditionner les enfants en leur faisant croire qu'il est normal et sain de se faire passer pour le sexe opposé par des moyens chimiques et chirurgicaux tout au long de sa vie est une forme de maltraitance. Alors, je voudrais ajouter à ça, rappeler simplement le rapport Cass qui avait été commandé par le gouvernement en Angleterre. C'est une méta-étude qui a été faite sur toutes les études sur l'idéologie de genre. Bon, je traite seulement en résumé. Le rapport Cass disait simplement, parlait de la mauvaise qualité des études publiées et de l'absence de données fiables. En fait, ce que disait poliment le rapport Cass lorsqu'il parlait de toutes les études qui étaient favorables à l'idéologie du genre, c'est que c'était des études militantes qui ne répondaient pas aux critères scientifiques. Alors, pour nous, c'est clair, on a, avec l'idéologie du genre, quelque chose qui relève plus de la charlatanerie que de la science. Des sociologues ont dénoncé également une sociologie dévoyée. Alors, c'est important d'avoir toujours ça en tête. Lorsqu'on va venir nous dire au Québec que l'idéologie du genre est appuyée par la science, c'est complètement faux. Il y a pas, on est en phase d'études militantes. Il n'y a rien de sérieux. Et au contraire, beaucoup d'experts à travers le monde vont dire exactement le contraire, que effectivement, appliquer l'idéologie du genre dans les écoles, l'enseigner,
soutenir les enfants pour qu'ils subissent mastectomie, castration. En fait, on s'attaque à des enfants qui ont une souffrance psychologique indéniable en mutilant leur corps, qui était totalement sain. Alors, c'est une réponse qui est complètement, on peut le dire, farfelue à une souffrance qui peut être réelle, qui est réelle dans bien des cas. Voilà, c'est un petit tour d'horizon par rapport à la question scientifique que je voulais apporter. Merci, Jean-Léon. On va vous proposer un petit vidéo maintenant. Là, on parlait des pédiatres. Là, maintenant, on va attendre un professeur émérite en biologie de l'Université d'Ottawa, le professeur Chapelot. Voici les définitions d'identité de genre qui proviennent des documents du ministère de l'Éducation du Québec. Les définitions de genre et d'identité de genre sont regroupées dans la même définition dans le guide à l'intention des milieux scolaires sur la diversité sexuelle et de genre. Le texte se lit comme suit. Identité de genre. Expérience personnelle, sentiment profond et intime du genre d'une personne. Le genre est un continuum largement compris comme ayant deux pôles, masculin et féminin. Mais toutes les nuances entre ces deux pôles et à l'extérieur de ceux-ci sont possibles, personnelles et légitimes. L'identité de genre d'une personne peut être différente du sexe qui lui a été assigné à la naissance. Un peu plus loin dans le glossaire, on indique que cette identité de genre peut fluctuer dans le temps. Voici les définitions qui proviennent du glossaire de la composante éducation sexuelle du nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Pour le genre, on dit processus social et historique de différenciation et de hiérarchisation des femmes et des hommes, ainsi que du féminin et du masculin. Le genre s'observe à travers les normes, les comportements et les significations accordées à ces catégories, qui sont les pôles d'un spectre comprenant une multitude de possibilités. L'identité de genre et de sexe sont regroupées dans la même définition. Le texte dit « conscience ou conviction d'appartenir ou non à l'une ou l'autre des catégories de sexe et de genre ». Bon, clairement, il n'est pas souhaitable que des définitions créent plus de confusion que de résolution. Malheureusement, c'est le cas de ces définitions. La première ne définit pas le genre, mais explique qu'il est un continuum. Dans la deuxième, le genre est défini comme un processus. Néanmoins, on peut extraire de ces définitions que le genre fait référence au cadre social dans lequel vit une personne, c'est-à-dire les normes, les comportements, les rôles associés au fait d'être une femme, un homme, une fille ou un garçon, ainsi que les relations entre ces catégories. L'identité de genre serait le ressenti d'une personne par rapport à son genre. Selon la première définition, l'identité de genre ne se limiterait pas à un continuum masculin-féminin, mais s'inscrirait aussi à l'extérieur de ce continuum. Cela peut aussi inclure les personnes biogenres, celles qui se sentent proches de la nature, ou les personnes qui ont un genre astral, celles qui se sentent proches de l'espace. En fait, il y en existe des dizaines d'autres ressentis de genre. Les écoles doivent enseigner à nos enfants le respect des minorités et de la diversité. Mais il est inconcevable d'avoir dans nos programmes scolaires du matériel pédagogique et des définitions du sexe qui n'ont aucune réalité scientifique. Il est désolant que par souci d'acceptation de la diversité, on enseigne à nos enfants que le sexe est assigné à la naissance, qu'il se situe sur un continuum ou que l'enfant peut se fier entièrement à son ressenti pour savoir s'il est une fille, un garçon ou autre, et ce, sans tenir compte de son sexe biologique. Il est inconcevable et irresponsable que l'on célèbre la diversité sexuelle en faisant abstraction de la réalité binaire du sexe
et du fait indéniable que nous sommes mâles ou femelles et que cet identifiant est présent depuis que la première cellule de notre être existe et qu'il le sera pour toute notre vie. L'appartenance sexuelle est déterminée à la suite de la fécondation et elle est présente dans toutes les cellules du corps et va dicter le développement du système reproducteur et les comportements propres à chaque catégorie sexuelle, c'est-à-dire mâle, femelle. En ce sens, l'identité sexuelle d'une personne a un fondement génétique, c'est-à-dire inscrite dans ses gènes, un fondement biologique par exemple, l'action hormonale avant et après la naissance, et une composante sociale, de par le fait que nous vivons en société. Chez l'humain, le mot « femme » identifie la femelle adulte de l'espèce, le mot « homme » est le mâle adulte de l'espèce. En effet, des notions antibinaires, c'est-à-dire des notions de genre et d'identité de genre, se sont imposées dans le débat social, politique et juridique québécois et aussi dans nos écoles. Une société n'a rien à gagner en niant l'existence d'une réalité observable telle que le sexe binaire. Ce déni de réalité est futile et toxique pour le vivre ensemble et nuit à la qualité de l'éducation de nos enfants. Cette réalité évolue depuis plus d'1 milliard d'années. Le sexe ne peut pas être redéfini ou déconstruit en fonction d'enjeux sociologiques et politiques. Ainsi, les catégories sexuelles ne sont pas remises en question par l'existence d'individus ayant des anomalies du développement sexuel, ne sont pas remises en question par la complexité des étapes du développement sexuel et sa variabilité entre les individus, et ne sont pas des catégories arbitraires ou des constructions sociales. Les catégories sexuelles n'ont pas été créées par les classes dominantes pour opprimer les minorités sexuelles ou pour imposer l'hétéronormativité dans la société. Je ne peux pas accepter que nos écoles facilitent cet endoctrinement à une idéologie. Pourquoi l'école ne se contente-t-elle pas de célébrer la réalité et l'appartenance sexuelle, de célébrer la variabilité à l'intérieur de chaque sexe, de célébrer les différences entre les sexes et surtout le libre choix de chacun de s'exprimer comme il l'entend, et ce, en tout respect. Cela m'apparaît plus productif que de propager une pseudoscience dans des esprits en développement. Je vais poursuivre en parlant aussi d'une de nos préoccupations par rapport à la tournure que prend la définition de citoyenneté et de culture québécoise basée sur cette idéologie. Lorsqu'on n'est plus capable de définir ce qu'est un homme ou une femme, qu'on parle d'un être avec un pénis ou un être sans pénis, où est-ce que ça va la notion de citoyenneté? Quand on revoit toute l'histoire du Québec et sa culture qui est basée sur des familles fortes qui ont bâti le Québec, où est-ce que ça va lorsque dans un cours, il n'est jamais question de la réalité entre la relation entre un homme et une femme. Donc, je rappelais que la culture québécoise est fondée sur la force de ces familles et que nulle part la notion même de famille, père, mère, enfant, n'est mentionnée dans les livres de CCQ. La théorie du genre est imposée dans nos écoles depuis septembre 2024 et le rapport du comité de sages n'a rien changé. Tout à l'heure, notre présidente vous a parlé de la manifestation qui a eu lieu où des milliers, 10 000 à 15 000 parents se sont réunis devant le bureau de M. Legault le 20 septembre 2023. Suite à ça, M. Legault a décidé de mettre sur pied le comité de sages qui a mis jusqu'à 2025, le printemps 2025, pour finalement sortir un rapport. Nous avons déposé une argumentation. Plusieurs organisations dont l'on connaît ont déposé des argumentations pour dénoncer l'idéologie du genre et ses impacts sur nos enfants et sur nos familles et sur la société. Il n'en a jamais été question dans le rapport.
La seule chose qu'il y avait en relation avec les parents dans le rapport, c'était qu'il fallait s'assurer d'offrir des formations pour que les parents comprennent ce que c'était l'idéologie du genre. Aucune reconnaissance des inquiétudes qui ont été fournies par les parents. Aujourd'hui, l'idéologie est omniprésente dans tout l'environnement de nos enfants. C'est pas juste dans le cours de CCQ, c'est dans la bibliothèque, c'est dans les livres, c'est pas dans les films, c'est partout, partout, partout. Et notre société a un peu les prix. Alors voilà, l'Alliance pour le droit parental, on a émis un manifeste pour le gouvernement qu'on va vous lire maintenant, après qu'on prendra une pause. On veut que vous preniez le temps de réfléchir à ce manifeste, voir vos commentaires aussi. Et donc, je demandais à Lucas, un membre du conseil d'administration de PPNE, de nous lire le manifeste. Bonsoir. Alors, le manifeste. Nous demandons au ministre de l'Éducation du Québec qu'au nom du respect pour chaque enfant, indépendamment de son ethnie, son sexe, sa religion, sa culture, sa conviction, que toute forme d'idéologie soit bannie de nos écoles. Que cesse immédiatement l'endoctrinement de nos élèves au primaire et au secondaire par un programme scolaire basé sur une idéologie présentée faussement comme une vérité scientifique. De ne permettre à aucun groupe minoritaire de la population québécoise d'imposer son idéologie à l'ensemble de nos élèves. Qu'au nom de la protection et de l'intérêt primordial de nos enfants, le ministère institue dès maintenant un moratoire en retirant des programmes scolaires du primaire et du secondaire tout contenu qui enseigne la théorie du genre comme une vérité scientifique. De respecter les parents comme premiers éducateurs de leurs enfants et de se rappeler qu'ils confient leurs enfants à nos écoles pour qu'ils soient instruits et non pour que l'école prenne la place des parents, notamment par rapport à l'éducation et la sexualité. Nous revendiquons le droit des parents à s'opposer à des contenus enseignés qu'ils ne partagent pas. Que les droits fondamentaux des parents soient respectés réellement et non pas seulement sur papier. De considérer que nous sommes en colère, plus encore depuis la publication du rapport du comité de sages. Nous n'avons pas été entendus. Tant que le ministère n'aura pas institué un moratoire pour l'année scolaire 2025-2026, tant que les parents n'auront pas été écoutés, nous, parents, avec tous ceux qui ont à cœur la protection des enfants, nous continuerons à poursuivre la lutte, à manifester, à retirer nos enfants des cours qui peuvent nuire à leur santé physique, psychologique et morale. Nous n'abandonnerons jamais nos enfants. Signé l'Alliance pour la défense des droits parentaux. Merci, Lucas. Il y a quelqu'un qui dit ce serait peut-être mieux d'instruire nos enfants en privé et donc de s'organiser pour le faire. Mais c'est une possibilité. Nous, de nos enfants, fait l'école à la maison. C'est légal. Vous pouvez faire l'école à la maison. Vous vous inscrivez avec une école du quartier. Il y a un inspecteur qui vient régulièrement voir si l'enfant suit le cours. Et jusqu'à présent, ils n'ont vraiment pas été, ça se passe très, très bien. Plusieurs enfants. Donc, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est
de s'inscrire en ligne avec une école en Ontario. Il y a certaines possibilités pour échapper au système. Mais moi, je pense que c'est important de contester le système et que ça change. Et oui, ce sont des différentes possibilités. Je voudrais, L'autre question, c'est... Oh, tu voulais Est-ce que dire quelque quelqu'un d'autre chose? veut ouais, répondre? je voudrais répondre aussi à cette question. Oui, c'est une possibilité, mais évidemment, nous sommes préoccupés par nos enfants, mais pas seulement par nos enfants, mais par la société aussi. Donc, on veut, comme disait Isabelle, on veut faire pression au gouvernement et au gouvernement surtout de respecter le droit des parents. Hein. Parce que si une société, si l'école ne respecte plus le droit des parents, bon, c'est comme, bon, c'est l'inondation. Là, on va plus. Donc, on prend en tant que citoyen, on peut retirer les enfants pour leur enseigner nous-mêmes, mais si tout le monde fait ça, il n'y aura, on n'aura pas de voix, mais on en va parler plus tard. OK, il y a quelqu'un qui dit, qui demande, mais que peuvent faire les enseignants? Ils sont à la merci du ministère de l'Éducation. Oui, c'est évident. OK. Moi, en fait, je suis enseignant. Enfin, je suis enseignant à la retraite, donc je comprends bien que les enseignants sont censés d'enseigner les programmes. Mais les enseignants comme nous pouvons ensemble rappeler au gouvernement les droits parentaux et que l'idéologie n'a pas sa place. Nous avons le gouvernement, ça fait partie de l'histoire du Québec, on a voulu que nos écoles soient laïques, donc il n'y a pas de, de présence religieuse à l'école, il n'y a pas de cours à l'école. Est-ce qu'on va remplacer la religion par une idéologie? Là, on n'est pas d'accord. Aussi, au nom de la laïcité. Jean-Léon voulait dire quelque chose. Oui, le premier point, c'est sûr, je pense que ce soit pour les parents ou les enseignants, c'est de ne pas rester seul, de trouver en premier lieu les contacts, que ce soit des parents ou d'autres enseignants qui partagent votre opinion sur l'idéologie du genre, de vous regrouper avec eux. Ensuite, prenez contact avec nous, on va être très heureux de vous parler puis de voir ce qu'on peut faire pour l'école. Nous, on accompagne les parents souvent dans les écoles pour rencontrer les directions et discuter avec eux. Puis, quand il s'agit de l'idéologie du genre qui est imposée dans les écoles, je veux juste rappeler, il y a des pédiatres qui parlent en fait, pratiquement d'agression sur les enfants, alors qu'ils reçoivent un contenu adulte, des réflexions adultes qui ne les concernaient pas, qui ne sont pas appropriées pour leur âge. Alors, on peut prendre des moyens pour protéger les enfants. Le premier des moyens qu'un professeur peut faire, c'est d'une façon ou d'une autre, faire connaître aux parents le calendrier des cours, l'agenda des cours. Les parents auront toute la responsabilité de retirer leurs enfants à ce moment-là, de les protéger. Mais c'est une des façons. Les autres façons, si jamais vous êtes impliqué dans ces cours-là, n'hésitez pas à laisser toute liberté aux enfants de ne pas écouter. On prend tous les moyens, quoi, d'aller aux toilettes pendant le cours, de se faire porter malade, d'aller... prenez tous les moyens, parce que vraiment, dans ces cours-là, on a entendu beaucoup de témoignages de parents qui nous ont apporté des choses qui étaient très troublantes pour les enfants. Alors, on est totalement... Alors que l'autorité, c'est nous, qu'on refuse ces cours-là, et qu'on les enseigne quand même en nous déniant notre autorité, nous avons parfaitement de prendre les moyens pour protéger nos enfants. Je dirais plus que ça, c'est un devoir de le faire. Alors, n'hésitez pas à nous contacter et on va être heureux de parler avec vous. On a aussi des services d'avocats qu'on consulte souvent sur ces questions-là.
Chaque cas est particulier, la situation de chaque professeur est particulière, alors n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un commentaire sur ma réponse, en tout cas, on va être heureux de vous écouter. Eh bien, il y a quelqu'un qui dit personnellement, je suis en accord avec presque tout ce qui est écrit dans le manifeste. Je m'oppose aussi fortement à l'enseignement de l'idéologie du genre. Toutefois, je suis en faveur d'une éducation à la sexualité à l'école basée sur les évidences scientifiques. Bon, Oui. c'est son commentaire. Oui. Nous aussi. Nous aussi. Nous aussi. La seule chose, on demande que l'autorité parentale qui est première soit respectée. Donc, la première des choses, c'est que le parent, puis ça, il y a tout un stéréotype sur les parents comme quoi ils ne sont pas capables de parler de sexualité à leurs enfants, soit respecté. C'est le parent qui, en premier lieu, connaît son enfant, connaît son rythme, connaît son âge, sait qu'il y a une période de latence chez l'enfant reconnue en psychologie et qui, en temps et lieu, quand il va voir que l'enfant commence à se poser des questions qui ne sont pas superficielles sur le sujet, va pouvoir l'accompagner là-dedans. Il n'est absolument pas obligé de demander à un étranger qui parle à une classe de 30 élèves de venir enseigner sur le sujet. Et nous, ce qu'on réclame, c'est que le parent qui le désire puisse retirer l'enfant de ce cours-là pour l'enseigner lui-même. Alors que c'est la responsabilité première du parent de parler de sexualité à son enfant. Et les parents sont très bien formés. Et si jamais on pense ou des parents ne se sentent pas formés, ils peuvent aller chercher la formation ou demander qu'on la leur donne. Mais je pense que c'est un préjugé, un très gros stéréotype sur les parents. Les parents sont capables de parler à leurs enfants et ils connaissent bien mieux leurs enfants que les étrangers qui viennent parler de ces sujets-là à une classe de 30 enfants. Alors, notre position, c'est de respecter l'enfant dans son rythme, de respecter l'autorité parentale. Et on est tout à fait d'accord avec vous. L'enseignement de la biologie, des évidences scientifiques doit être enseigné aux enfants en temps et lieu. Quand l'enfant, dans la période prépubère, pubère, commence à se poser sérieusement des questions sur ces sujets-là. Ouais. Alors, j'ai un autre commentaire. Quand j'ai parlé avec les responsables du cours CCQ, ils m'ont dit que le cours n'enseigne pas l'idéologie du genre, comme en Angleterre ou en Suède. Selon notre gouvernement, l'identité du genre n'a rien à voir avec l'idéologie du genre. Oui. Alors, il faut le préciser dans les discussions. Alors, c'est quoi la nuance ici? Il n'y a pas de nuance. Ça, c'est comme quand on rencontre, je m'excuse de prendre la parole, mais ce point-là, je le trouve tellement fabuleux. Quand on rencontre des directeurs d'école, la première chose qu'on nous dit souvent, ou des scientifiques, pas des scientifiques, mais des gens qui défendent l'idéologie du genre, c'est de dire que ce n'est pas enseigné dans les écoles. Et c'est complètement intégré dans le cours CCQ. Toutes les écoles l'enseignent et c'est obligatoire. Il y avait même une grande militante de l'UQAM, Mme Pullen Sans Façon, qui a prétendu à la télévision que ce n'était pas enseigné aux primaires. Elle a été reprise aussitôt par Jean-François Lisée dans le débat, qui lui a montré en face, devant toute la population, qu'elle était en train de mentir. Avec les faits, il lui a montré les livres, les documents, les vidéos qui étaient présentées aux primaires. Donc, il n'y a pas de différence entre la question de l'idéologie du genre puis l'identité du genre. C'est les mêmes notions. Quand on parle d'identité du genre, c'est habituellement des militants qui croient vraiment à ces notions. Idéologie du genre, c'est pour ceux qui sont peut-être plus au fait des notions scientifiques sur le sujet et qui reconnaissent qu'il n'y a pas de fondement scientifique et qu'on est devant une idéologie. Et on parle de la même chose dans les deux cas. Oui, peut-être que je peux... Oui. Je peux conseiller cette vidéo que nous avons. Nous l'avons dans, dans une de nos conférences que vous pouvez trouver dans eppne.ca. Cette conférence s'appelle l'idéologie du genre, un danger actuel pour nos enfants. Et là-dedans, il y a cette vidéo dont parlait Jean-Léon, où Jean-François Lisée répond et met dans une mauvaise posture Annie Poulain sans façon,
qui dit mais on parle pas, on parle seulement de stéréotypes et tout ça, surtout, on parle presque pas de ça. Alors il met toute une série de documents, parce qu'il s'est bien documenté, et de documents qui contredisent ça. Et c'est une façon de se défendre. On ne parle pas de ça, c'est pas vrai. Maintenant, la théorie du genre, l'idéologie du genre, c'est la même chose. La théorie du genre devient idéologique quand on impose une théorie. Il peut y avoir beaucoup de théories dans le monde, on n'est pas contre ça. Mais quand des personnes qui croient à une théorie, le ressenti, etc., et qui l'imposent à tout le monde, ça devient idéologique. Et on a des exemples d'idéologies qui ont ravagé le monde et nous sommes convaincus que cette idéologie-ci est en train de ravager le monde aussi. Et pas seulement dans un continent, pas seulement, mais au niveau mondial. Et donc, pour répondre à cette question, je dirais de regarder notre conférence que nous avons donnée sur ce thème-là. Je vais juste rajouter un point. De demander aux enseignants de voir le manuel qui est enseigné, qui est donné à vos enfants, les livres, les vidéos. Demandez de voir le contenu de ce qui est enseigné à vos enfants. Ne vous faites pas dire non, ça n'existe pas. Exigez comme parents, exigez de voir le contenu de ce qui est enseigné à vos enfants. Mais là, vous pourrez vous faire une tête. OK. Une autre question, c'est est-ce que c'est possible de nous envoyer par courriel tous les documents qu'on vient de voir afin de bien se défendre et aussi aider les autres parents? Alors, je dirais que oui, mais en fait, allez sur notre site, vous allez trouver tous ces documents-là. S'il y en a qui ne sont pas encore là, on va s'assurer qu'ils y soient, mais je pense que tout ce qui a été présenté aujourd'hui, et la conférence va être présentée au complet, on peut aussi par courriel vous envoyer ce que vous voulez, c'est le manifeste, les points des pédiatres, et qu'est-ce qu'on a présenté? Les chartes. Les chartes. Ces 3 documents-là, on peut vous les envoyer indépendamment, mais vous pouvez retrouver tout ça aussi sur notre site. Tu peux mentionner le nom l'adresse du site? C'est eppne.ca, Ensemble pour protéger nos enfants. eppne.ca. Mais pas de problème, ces 3 documents-là, on peut vous les envoyer. Une question. Les parents qui retirent les enfants ou ne les laissent pas aller à l'école s'exposent à des sanctions, des amendes et des poursuites pénales d'après québec.ca. Que proposez-vous de faire? Léon, tu réponds? Effectivement, on va faire des menaces, mais vous avez beaucoup de temps parce qu'il y a des démarches normales qui peuvent être entreprises. D'abord, vous pouvez rencontrer le professeur. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez rencontrer la direction d'école. Et ce qui est conseillé, c'est d'avoir toujours un témoin avec vous. Parce que, par expérience, certaines directions d'école sont prêtes à prendre des moyens assez retors dans leurs paroles pour vous convaincre. Alors, soyez avec un témoin. Vous avez le droit d'enregistrer la conversation. Et si ça ne fonctionne pas, alors que vous avez rencontré le professeur, rencontré la direction d'école, vous pouvez faire une plainte au protecteur de l'élève qui va faire l'enquête à ce moment-là, qui va devoir vous contacter, qui va devoir contacter l'école. Et pendant tout ce temps-là, vous pouvez retirer, vous avez l'autorité pour le faire. Vous êtes en démarche de combat contre l'école. Vous pouvez retirer votre enfant de l'école en demandant qu'il vous donne l'agenda des cours d'éducation sexuelle. S'ils ne veulent pas, vous pouvez à ce moment-là le retirer carrément du cours CCQ. Tout ce qu'a besoin l'école, c'est que l'enfant soit en sécurité. C'est très exigeant. Vous devez vous rendre à l'école, que l'enfant soit avec vous pendant la période, comme si vous l'ameniez chez le dentiste ou ailleurs. Les processus sont routiniers et normaux.
Mais ça demande que vous vous déplaciez pour assurer la protection de l'enfant. L'école ne veut pas, utilise le prétexte de dire qu'ils ne veulent pas l'envoyer à la bibliothèque ou s'en occuper. Alors, c'est à vous de vous en occuper, mais vous avez l'autorité pour le faire, ils ne peuvent pas vous en empêcher. Pendant ce temps-là, faites la plainte au protecteur de l'élève et ça va prendre c'est important qu'il y ait le plus de plaintes possible au protecteur de l'élève qui soient faites pour montrer que les parents refusent ce cours-là. Alors, tout ça prend du temps et pendant ce temps-là, c'est un processus normal. Il n'y aura pas de poursuite pénale, de sanctions ou d'amende. Vous êtes en processus de débat avec l'école. Vous suivez les procédures qui ont été mises en place par le gouvernement d'aller faire des plaintes au protecteur de l'élève et ça prend du temps. Quelqu'un qui dit, lorsque j'ai contacté l'administration de l'école au sujet des horaires et du contenu du cours d'éducation sexuelle, toutes mes demandes ont été ignorées. Je ne les ai jamais reçues. Et voilà. Oui. Il faut faire des plaintes. Envoyez-nous vos témoignages, on les multiplie et faites des plaintes au protecteur de l'élève. Et retenez ça, vous pouvez faire dès maintenant, pour cette raison-là, votre plainte au protecteur de l'élève à ce moment-là. Entreprenez la démarche. Et comme on vous le disait, ayez toujours, c'est pas nécessairement quelqu'un de l'école si vous ne connaissez pas d'autres parents, mais ayez toujours un ami, un témoin avec vous quand vous rencontrez les directions de l'école et les professeurs, quand vous faites vos démarches. Alors, mais pour les raisons que vous avez données, vous pouvez faire une plainte au protecteur de l'élève. Puis, ça devient très grave. Là, dans le rapport sur la laïcité, une des recommandations, c'est que les parents ne soient pas informés quand les cours sont donnés. Ça n'a rien à voir avec la laïcité, mais ça fait partie du rapport. On est en train de se faire manger notre autorité parentale. Le problème, c'est qu'il y a des très nombreux. Nous, on reçoit beaucoup de témoignages, mais les gens n'osent pas parler publiquement. Donc, on reçoit beaucoup de témoignages de parents qui font ça, mais on est étouffé. Ce n'est pas dit publiquement. Il s'agit qu'il y ait un parent qui soit de l'autre côté, puis là, on fait tout un plan, on entend parler de lui. Mais il y a des dizaines, des centaines de parents, je suis sûre, qui font des plaintes comme cela et qui n'ont pas de résultats et qui pensent qu'ils sont tout seuls. Mais vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Faites-nous part. Dites-nous. Moi, j'ai fait une demande au protecteur du citoyen, de l'élève. On accumule ça et à un moment donné, on va le sortir. Il y a tant de personnes qui ont fait des demandes. Toutes ont abouti à rien. Mais plus il y a rien à voir et plus on va pouvoir le démontrer, plus on va avoir de l'impact sur le gouvernement. Mais les médias, le gouvernement, les écoles, tout le monde nous écrase. Pourquoi on n'entend pas parler de ce débat dans les médias? Ça fait des années qu'on en parle, qu'on voudrait être entendu, qu'on voudrait que les débats soient dans les médias, mais ils ne veulent pas du débat, ils vont perdre. Ils vont perdre. L'une de leurs premières techniques, c'est de vous faire croire que vous êtes isolé alors que ce n'est pas le cas. Parlez avec d'autres parents, vous allez voir que beaucoup de parents sont en complet désaccord avec ce qui est enseigné dans les classes. Ils comptent sur le fait que vous vous sentiez isolé. Ils vont toujours vous dire que vous êtes le seul parent à vous plaindre. Ce n'est pas vrai. En ce moment, il y a des parents qui retirent leurs enfants des classes, qui gardent leurs enfants avec eux, qui ont trouvé d'autres solutions. Et parfois, on trouve des professeurs qui ont le courage, parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont conscients aussi que ce qui est enseigné ne tient pas la route, qui vont vous favoriser ça, qui vont vous donner l'agenda. Même des directions d'école vont donner l'agenda. On a des gens qui sont consciencieux et qui sont courageux aussi dans les écoles. Il y en a. Non, il y a des solutions. Alors, vous pouvez nous contacter personnellement pour votre situation. Et parfois, on peut accompagner les parents, comme on l'a fait à plusieurs reprises, pour rencontrer les directions d'école quand on s'en va jusque-là. Puis, vous conseiller aussi pour la plainte au protecteur de l'élève si vous devez passer à l'étape suivante. Voilà, un autre commentaire, c'est des enseignantes du primaire que je côtoie, pourtant sensibilisées au danger de l'idéologie du genre, me disent ne pas trouver que le cours CCQ soit porteur de cette pensée et ne pas remarquer le danger potentiel ou réel du cours. Elles s'étonnent même que l'on puisse s'inquiéter, car elles ne voient rien de terrible dans les textes. Que peut-on répondre? Personnellement, soit elles ne comprennent pas les textes ou elles mentent.
Je ne sais pas lequel des deux, mais c'est clair que dans l'idéologie du genre imprègne tous les textes qui sont donnés au primaire jusqu'à la fin du secondaire. Alors c'est là. Qu'elle ne s'en soit pas aperçue, peut-être que quelqu'un pourrait, qu'elles apportent les livres, qu'elle vous Mais c'est apporte ça. les livres, et vous allez regarder avec elle et vous allez voir que c'est très, très présent. Demandez d'aller voir ces livres-là. Oui, je réfère aussi à la vidéo de Chapelot, hein, qui a bien étudié les programmes et les définitions, hein. Il les a commentées aussi, mais il les a montrées aussi. Donc, les définitions de genre, d'identité de genre. Et donc, c'est là, quand dans les programmes, on donne des définitions comme des vérités scientifiques à enseigner, ben, on ne peut pas dire que, il n'y a pas, que ça ne rentre pas dans les programmes. Parce que ces programmes-là sont après, euh, disons, traduits en livres, en manuels. Beaucoup de manuels ne sont même pas contrôlés. Ça, on l'a appris du comité de sages. Ils ont repéré que beaucoup de manuels, beaucoup de matériel utilisé pour expliquer l'idéologie du genre, enfin la théorie du genre, ne sont pas approuvés par le gouvernement. Et donc, c'est là que rentre beaucoup de matériel euh, de, de ceux qui propagent l'idéologie du genre et qui sont des militants. Ils viennent dans les écoles, pour ne pas parler des drag queens, etc. Tout ça, ils influencent et ils entrent dans les écoles. Et c'est pour ça qu'on dit les idéologies, on ne peut pas permettre ça dans les écoles. Mais c'est pas uniquement le prof, mais c'est ceux qui rentrent aussi parce que beaucoup de professeurs sont très mal à l'aise avec ce qu'ils sont censés devoir, parce qu'ils n'y croient pas. Ils ils sont pas convaincus de cette théorie pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc là, comme ils doivent, alors ils font rentrer des groupes militants. Voilà. On a une question ici, quelqu'un qui demande, y a-t-il un parti politique qui appuie les objectifs de PPNE? Une action doit être entreprise au niveau des partis politiques. On a besoin de bénévoles. Il y a des partis qui ont critiqué déjà de façon légère. Le Parti québécois avait demandé une commission parlementaire pour que le débat soit public, plutôt qu'un comité de sages où tout s'est fait en secret. M. Paul Saint-Pierre Plamondon a déjà dit que lui, jamais on ne l'obligerait à parler à quelqu'un en utilisant ses pronoms. En fait, on parlait du cas de Mix Martin. Puis de même, le Parti conservateur, Éric Duhem aussi, a parlé à plusieurs reprises de l'idéologie du genre dans les écoles qu'il dénonçait et de l'autorité parentale, du respect de l'autorité parentale. Alors, il faut encourager quiconque dans quelque parti que ce soit qui va prendre notre défense, qui va prendre la défense des enfants comme ça. OK. Quelqu'un dit, malheureusement, même si vous demandez les documents officiels de l'enseignant, le vrai, entre guillemets, le vrai enseignement est fait pendant la discussion, entre guillemets, avec les enfants. Les enfants n'ont pas le droit de raconter ce qui était dit pendant les discussions. C'est vrai. C'est vrai. Mais ils ont le droit d'enseigner un peu ce qu'ils veulent. Du moment qu'ils prennent le programme, ils peuvent ajouter ce qu'ils veulent au cours. Il n'y a pas de surveillance là-dessus. Je donne souvent l'exemple de ce qui m'est arrivé à mon enfant. Le professeur a enseigné en classe une classe de secondaire 2, 13 ans. Il a enseigné en classe que les élèves pouvaient avoir des relations sexuelles avec une différence d'âge de 2 ans. Donc secondaire 2 avec secondaire 1 ou avec secondaire 4. Et qu'ils pouvaient former des couples à 2, 3, 4, 5, 6 personnes.
qu'ils pouvaient être plus nombreux, jusqu'à 30 personnes, et qu'alors ils formaient une communauté, c'est-à-dire une classe, une communauté de vie sexuelle. Ils appellent ça une communauté, et que dans une communauté ou dans un couple, on ne s'engageait pas, mais on participait. Ça, sous une forme, c'est enseigné, c'est demandé par le gouvernement. Ils appellent ça le polyamour. C'est très loin des notions traditionnelles de l'amour et des notions, je dirais, concrètes de l'amour, mais c'est ce qui est enseigné. Mais le professeur a pu développer sur ce sujet-là, sur le fait qu'on ne s'engage pas dans le couple. Ça, je ne crois pas que c'était dans le programme du gouvernement. C'est un apport du professeur. Alors, ils peuvent enseigner un peu tout ce qu'ils veulent en classe comme ça. Jean-Léon, ce qu'a dit le monsieur, là, ou la personne qui a parlé, c'est que l'enfant n'a pas le droit de rapporter à la maison ce qui était enseigné. Oui, ça, c'est Alors, très grave. Là, c'est très grave parce qu'un des premiers cours, Jean-Léon, moi, j'ai mes petits-enfants sont à l'école, il faut l'école à la maison. Mais une des premières choses qu'ils enseignent, c'est de dire aux enfants, c'est que peut-être que l'enseignant, c'est mieux que les parents. Et là, aller jusqu'à leur dire qu'ils n'ont pas le droit de dire ce qu'à la maison, il faut vraiment dire aux enfants, vous savez, il n'y a personne plus que nous, que vos parents qui vous aiment. Et vous ne pouvez, moi j'ai dit ça à mes petits-enfants, si quelqu'un vous dit qu'il y a quelque chose qu'ils vont vous dire que vous ne pouvez pas rapporter à votre parent, c'est la chose qu'il faut commencer par dire à vos parents. Oui. On est en train de démolir les familles, de démolir la relation entre parents et enfants. On détruit l'enfant. On détruit la cohésion de la famille, on détruit la cohésion de la société. C'est très grave, c'est très, très grave. Dénoncez-le auprès de vos enfants. Oui. Mais il faut que notre mouvement grossisse, il faut vraiment que les parents se mobilisent. Pour la protection de la personne, je ne la nommerai pas, mais on a une spécialiste en psychologie qui nous a témoigné justement que le fait de montrer aux enfants qu'on cache quelque chose aux parents, qu'on doit leur cacher quelque chose comme ça, c'est une forme d'abus sur l'enfant, c'est une attaque directe à son lien de confiance avec ses parents. Et c'est très néfaste pour l'enfant. Je ne suis pas un spécialiste, mais certainement que la personne pourra mieux nous en parler. Mais ça nous a été manifesté par des spécialistes en psychologie, des psychologues. Alors, la procédure même, indépendamment de l'idéologie du genre, de demander aux enfants ou de cacher, de montrer qu'on cache quelque chose aux parents, est en soi un abus sur l'enfant, puis une attaque à son lien d'amour et de confiance avec ses parents. Oui, Oui, vas-y. je voulais ajouter à ça que c'est une caractéristique de toutes les idéologies qui essayent de séparer, de s'approprier les enfants, de les séparer de leurs parents pour pouvoir les endoctriner. J'en dis pas plus, mais on est là. Hein? On est là parce que ne pas reconnaître, mentir aux parents, comme on a déjà expliqué, ne pas dire la vérité, obliger des enseignants à mentir aux parents, tout ça, ça fait partie d'une caractéristique idéologique et totalitaire, je dirais. Et donc, sans devoir faire de grandes histoires, mais comment on peut réagir à ça? Ben, on doit parler. On doit se parler et on doit s'unir et savoir qu'on n'est pas seul. Sinon, on sera écrasé toujours plus, chaque année plus. Bon, ben, la question, c'est justement une question de stratégie, d'action. Elle veut savoir si c'est la stratégie suivante, elle est viable. Déposer une plainte pour acte de violence à caractère sexuel auprès du protecteur de l'élève semble sauter les étapes et être recevable immédiatement, c'est-à-dire sans avoir à attendre une réponse de l'école pendant 10 jours. Serait-ce une bonne stratégie? Jean-Léon, tu as une réponse à ça? Mais moi, je dirais plutôt peut-être la prendre en deuxième recours pour gagner du temps. Si c'est plus rapide, vous perdez du temps pour protéger votre enfant. Alors, prenez les étapes qui prennent le plus de temps, qui vont vous permettre, vous, de retirer votre enfant de la classe, de le garder avec vous. Parce que ce qu'on a vu du protecteur de l'élève pour l'instant,
Nous, on le prend comme moyen pour gagner du temps, mais le protecteur de l'élève, en fait, il est engagé par le gouvernement et dans la majorité des cas, sa réponse va être simplement de répondre à tout le monde. On a vérifié que l'école enseignait ce que le gouvernement lui demandait d'enseigner. Et ce qui est particulier, c'est qu'ils vont voir l'école après vous avoir parlé et que vous n'avez pas le droit de retour sur les commentaires de l'école. Donc, l'école peut mentir tout à fait au protecteur de l'élève et vous n'aurez plus un mot à dire sur ce qui a été dit, vous ne pourrez pas contredire. C'est la procédure qui est en place. Alors, le protecteur de l'élève est un outil pour gagner du temps et protéger votre enfant. De vouloir aller plus rapidement, je ne vois pas l'avantage parce que le protecteur de l'élève, je serais très étonné qu'il vous fasse gagner d'une façon ou de l'autre. De toute façon, pour cette école, dans toutes les expériences qu'on a, n'a jamais supporté les parents. Mhm. OK? C'est juste une question de gagner du temps pour pouvoir protéger votre enfant. Mais si on peut démontrer qu'il y a des centaines et des milliers de parents qui font cette procédure-là, on va faire craquer le gouvernement à un moment donné. C'est une des procédures. Mais il faut qu'on puisse la documenter. Il faut que les parents, nous, on se propose pour être le centre d'information. Vous pouvez envoyer un courriel. J'ai déposé tel jour pour telle école une demande au protecteur de l'élève. Puis, en accumulant ça, nous, après ça, on peut tourner vers le gouvernement. Mais pour le moment, on n'en a pas assez qui nous ont envoyé leurs coordonnées. Donc, je vais faire l'appel à l'action et sûrement c'est limité. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les ajouter. La première chose, enseignants comme parents, diffusez le manifeste. Les parents, s'il vous plaît, vous allez avoir bientôt la rentrée scolaire dans la première semaine ou plus la deuxième. Il va y avoir une assemblée générale des parents. Et ce qu'on s'est rendu compte dernièrement, c'est que les parents ne sont pas toujours avisés. Assurez-vous, si vous n'êtes pas avisé de l'Assemblée générale, allez sur le site de l'école, présentez-vous à l'Assemblée générale et de là, présentez-vous comme membre du conseil d'établissement. Même chose pour les enseignants. Si vous voulez supporter des parents qui éventuellement vont amener ce dossier-là au conseil d'établissement, soyez présents sur les conseils d'établissement. Au conseil d'établissement, ne soyez pas juste là pour défendre l'idéologie du genre, contre l'idéologie du genre, soyez là pour vous intéresser à l'école. Et lorsque vous sentez que vous avez une belle compréhension de l'école et autres, amenez le sujet. Et faites-vous des alliés avec les autres parents. Ne rentrez pas comme un bulldozer. Assurez-vous de comprendre l'école, d'établir des relations avec les autres membres du CE, avec les enseignants qui sont là, pour être reçus avec respect le jour où vous amènerez le dossier. Donc, il y a une assemblée générale dans toutes les écoles, primaires et secondaires, en début d'année, dans les premières semaines, là. Donc, et ce que j'ai vu, moi, récemment, c'est que les parents n'ont pas reçu l'information ou ne l'ont pas vue. Donc, renseignez-vous. Les enseignants, pareil. Suivez-nous dans nos conférences, suivez-nous sur le site web, suivez-nous dans nos réseaux sociaux et diffusez, faites la promotion. Devenez membre de EPPNE et inscrivez-vous comme bénévole. Là, je vais en profiter pour remercier tous les bénévoles qui viennent de nous aider dans la distribution des feuillets dans les stationnements pour les parents. Alors, en ce moment, on est en train justement de mettre sur pied un plan d'action rentrée scolaire et on a besoin de bénévoles. On ne dévoile pas nos plans parce qu'on a l'habitude d'être confronté à des gens violents. Et donc, on essaie de les contourner. Donc là, ils ont essayé de nous poursuivre dans les stationnements. Ils n'ont pas pu. On était à droite, on était à gauche, on était à Québec, on était à Montréal, on était à Le Gardeur, on était à Laval, à Longueuil. On était partout. On a fait des écoles primaires, secondaires et on a interpellé les enseignants. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'être interpellés par Patrick Lagacé à son émission. C'est la première fois qu'une émission de télévision accepte de nous recevoir et de mettre c'était radio, de mettre le débat sur la table. Il n'y a aucune émission on a essayé de communiquer avec les médias écrits, radio, vidéo. On n'a jamais eu de réponse. On a les réseaux sociaux, on a en fait, c'est les médias de masse qui nous censuraient jusqu'à cette émission-là.
On a des réseaux comme Théovox, Rebel News, les réseaux alternatifs sont là pour nous aider. Oui. Ils nous ont Une- beaucoup aidés. Je ne l'ai pas mentionné aujourd'hui à l'émission, j'aurais dû, mais en fait, je voulais dire qu'aucun média de masse ne nous a donné la parole pour l'instant. Alors, c'est de bouche à oreille, c'est par les réseaux sociaux et c'est par les médias alternatifs. Donc, le point suivant, c'était retirer vos enfants des cours qui sont à l'encontre de vos valeurs. Donc, Jean-Léon vous a parlé de ça, il a eu lui-même l'expérience et d'autres partageants. Et témoignez vos témoignages. Si plus on accumule de témoignages, mais ce qu'il y a, c'est que, au fond, même si c'est anonyme, envoyez-nous vos témoignages. Vous avez dans le site, au niveau témoignages, vous inscrivez vos témoignages et on rentre ça, on garde ça en boîte. Et je conclus officiellement en reprenant la conclusion du manifeste. Tant que le ministère n'aura pas institué un moratoire pour l'année scolaire 25, 26 et les suivantes, tant que les parents n'auront pas été écoutés, nous, parents, avec tous ceux qui ont à cœur la protection des enfants, continuerons à poursuivre la lutte, à manifester, à retirer nos enfants des cours qui peuvent nuire à leur santé psychologique, morale et physique.